tous, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de la rédaction. Elle est en grande partie consacrée au très lourd bilan des intempéries dans les Alpes-Maritimes. 18 morts et 3 disparus. C'est tout un département qui est sinistré, les dégâts sont considérables et tout le monde est mobilisé. Il y a beaucoup d'émotions et de la solidarité. Nous retrouverons Caroline Sins à Mandelieu et Olivier Théron à Biot. Cette catastrophe suscite aussi de nombreuses questions. L'urbanisation à outrance de la Côte d'Azur peut-elle expliquer l'ampleur du drame? Le phénomène a-t-il été sous-estimé par Météo France? Nous en parlerons notamment avec notre invité Henri Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule. Après le choc, l'heure est maintenant au bilan et aux questions. La rédaction de France 2 est à nouveau mobilisée aujourd'hui, près de 48 heures après les dramatiques intempéries qui ont touché les Alpes-Maritimes. Parmi les communes les plus durement touchées, Biot, où il y a eu 3 morts dans une maison de retraite. Les dégâts sont considérables. Les splendides verreries de la commune ont été dévastées par un torrent de boue. Reportage sur place, Olivier Théron, Frédéric Cerulli. Les maisons de ce quartier de Biot sont sur le trottoir. La vie des habitants, exposée sur les rues, souillée par l'eau et par la boue. Au matin du deuxième jour, cette femme est épuisée. Je crois que mon cerveau a quitté mon corps et que c'est mon corps qui réagit et mon cerveau, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. On essaye de faire le maximum pour pouvoir essayer de sauver ce qu'on peut sauver, le minimum qu'on va pouvoir arriver à sauver. À l'intérieur, l'eau est montée à 1,70 m. Tout est détruit, le réseau électrique aussi. Une priorité pour le propriétaire. C'est primordial aujourd'hui. Je sais bien qu'Internet, on ne l'aura pas demain, mais au moins avoir un petit peu de courant pour recharger les batteries de téléphone. Heureusement, les bras ne manquent pas. Des dizaines de volontaires sont venus de partout, proposer leur aide, nettoyer. Ici, c'est une forêt de branchages qui occupe tout le jardin. J'ai pas été touché à part 2 petites fuites dans le plafond, rien du tout quoi. Et quand j'ai vu ça, on se dit toujours que c'est loin de chez nous et puis là ça me touchait à côté donc j'ai pris ma journée pour venir donner un coup de main, ça me semblait normal. Pour cette femme sinistrée, cet élan d'humanité est un baume au cœur, une aide aussi bien physique que psychologique. Il y a une solidarité, c'est incroyable. Je ne savais pas que j'avais autant d'amis, autant de gens que je connaissais qui venaient aider. C'est bien par rapport à ce qu'on s'imagine que chacun est chez soi, mais là non, les gens sont venus. Les entreprises aussi sont touchées. La verrerie de Biot a été traversée par une vague. Des fours de plus d'1 tonne ont été déplacés. C'est des fours électriques, donc on voit les résistances là, et donc il s'est rempli de terre. C'est-à-dire que le verre est dessous et la terre, donc les fours sont foutus. Là aussi, tout le monde s'entraide, nettoie, récupère ce qui peut l'être, avec un objectif, avancer. Est tellement complètement détruit et complètement sur le pont. Moi, j'ai 25 employés. Mon propos maintenant aujourd'hui, c'est non seulement de remettre l'entreprise en route, essayer de réouvrir le plus tôt possible, en tout cas partiellement. Pour ce qui est de la production, je sais que j'en ai pour 6 mois. En moins de 2 heures samedi soir, tout ce quartier a basculé dans le chaos. Il faudra plusieurs mois pour qu'il retrouve sa sérénité. Et nous retrouvons justement sur place à Biot notre envoyé spécial Olivier Théron. Olivier, bonjour. Vous êtes au cœur du quartier sinistré. Les habitants sont encore, on le voit, à constater les dégâts. Oui, nous sommes dans le quartier qui a été le plus touché par cette inondation et vous le voyez, toutes les maisons ont été vidées. Tout ce qui est à l'intérieur a été sorti ici. Alors bien sûr, il y a des meubles, il y a l'électroménager, il y a des jouets d'enfants, des chaises, etc. Tout ce qui fait aussi le sel d'une vie, des souvenirs, des photos. Et pour ça, l'eau est bien souvent plus terrible que le feu. Une fois qu'un objet a été mouillé, eh bien, il est irrémédiablement perdu, tout va pourrir. Donc on imagine le préjudice pour ces gens qui sont en train de nettoyer. Heureusement, ils ont reçu beaucoup d'aide, beaucoup d'amis qui sont venus, beaucoup de gens qui se sont proposés, comme on l'a vu dans le reportage. Pour tout le monde, c'est naturel ici de venir aider. Alors si on veut parler d'argent, eh bien sûr, on peut chiffrer le prix d'une machine à laver ou d'un fauteuil, mais ça sera très difficile effectivement de trouver une réelle indemnisation. Les assureurs sont venus il y a quelques instants. Il y avait un assureur qui était venu rencontrer la propriétaire ici. Et des agents de la ville sont aussi venus passer pour donner des lettres type, pour expliquer comment faire pour se faire indemniser. La préfecture a mis aussi en place une cellule en préfecture pour aider tous ces gens et commencer effectivement à chiffrer le bilan de cette terrible inondation. Mais c'est un bilan qui est pour l'instant impossible à faire. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il s'élèvera à plus
plusieurs centaines de millions d'euros. Olivier Thérault en direct de Biot, merci à vous. Olivier, au cœur du drame, il y a aussi eu quelques petits miracles. À Mandelieu-la-Napoule, un homme a sauvé 4 de ses voisins, prisonniers dans le fameux parking souterrain submergé par les eaux. Il a trouvé des solutions de fortune pour les sortir de ce piège. Écoutez plutôt le témoignage de ce héros bien modeste et de ceux qui lui doivent la vie. Caroline Sins, Alexandre Lépinet. Michel et Ginette Huard sont des miraculés. C'est mon épouse et on revit une vie grâce à ces gens. Ce couple était prisonnier des eaux dans ce garage souterrain. Un voisin, Jean-Luc Duhamel, entend leurs cris. Il a de l'eau jusqu'à la taille. Il prend une planche qu'il attache au bout de sangles. J'entendais des hurlements à mourir et donc la planche a flotté et puis est allée les rejoindre. Ils ont saisi la planche et c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose au bout et j'ai commencé à tirer. Et comment dirais-je, lorsque j'ai vu les visages sortir du flot, d'autres voisins sont venus et m'ont aidé à les sortir de la... C'est-à-dire que vous les avez hissés là ? Oui, on les a hissés au-dessus de la balustrade. J'ai pris Madame Huard dans les bras et puis je l'ai mise à plat ventre là. Et là que j'ai vu la planche qui se promenait avec le courant à droite, à gauche, je disais à mon épouse, attrape-la, mais je peux pas. Et moi je ne pouvais pas parce que je me tenais un tuyau avec ma femme sur les genoux et elle ne sait pas nager. Vous comprenez ? Alors ma hantise, c'était qu'elle s'en aille. J'ai dit, si je lâche le tuyau, elle va partir. Et après j'ai dit, attrape-la. Elle a réussi à l'attraper, je l'ai glissé entre mes jambes, ça m'a fait comme un siège. C'était l'enfer parce qu'il n'y avait pas de lumière, il pleuvait, il y avait le torrent qui s'engouffrait dans la descente, il y avait hurlements. Une autre voisine, Françoise Soussan, l'aide à sortir le couple de l'eau. J'ai passé la balustrade et je me suis mis à droite de monsieur et j'ai attrapé monsieur Huard. Voilà. Et après ça s'est bien goupé. Voilà. On a sorti toutes nos tripes. Et Duhamel a attrapé mon épouse, je ne sais pas comment. Et moi, je l'ai poussé par les fesses, je ne sais pas trop comment, parce que j'avais qu'un bras. Hein. Ce sont 2 anges gardiens. Pour moi, ce sont 2 héros. Excusez-moi. Ça, franchement, c'est difficile à vivre. Des voisins courageux. Ce soir-là, Jean-Luc Duhamel a sauvé 4 personnes. Il est devenu le héros de la résidence. Revenons sur le bilan, on l'a dit dans les titres, il vient de s'alourdir. Il fait état maintenant de 18 morts et de 3 disparus. 3 personnes qui sont toujours recherchées, notamment à Cannes. Caroline Sins est à Mandelieu-la-Napoule. Caroline, bonjour. Les secours viennent de retrouver un corps dans le parking submergé de la résidence où vous vous trouvez. Oui, écoutez Élise, à l'instant, peu avant 13h, le 8e mort a été sorti par les pompiers, par les plongeurs-pompiers d'un parking souterrain qui se trouve juste derrière moi. Un homme de 69 ans qui lui aussi avait voulu aller chercher sa voiture dans le parking et qui en est resté prisonnier. Il était porté disparu depuis 2 jours. On l'a retrouvé, son corps vient juste d'être emmené. Alors ici, le bilan est très lourd. 8 morts seulement dans ces résidences, dans ce périmètre. C'est terrible. Les gens ici sont extrêmement marqués car ce sont leurs voisins, leurs amis parfois qu'ils ont perdus. Des gens souvent âgés qui ont voulu aller sauver leur voiture. Alors ici, à l'œuvre, toujours une centaine de pompiers qui ont énormément d'eau à évacuer de ces sous-sols. Vous imaginez 5 groupes de résidences avec plusieurs immeubles, plusieurs parkings souterrains remplis d'eau jusqu'au plafond. Environ 50 000 mètres cubes à enlever. Cela va prendre des jours. Et puis il y a les gens qui petit à petit reviennent dans les appartements. Ils ont pour certains perdu tout leur appartement est inondé, leurs voitures sont disloquées, cassées. Bref, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance ici à Mandelieu. Merci à vous Caroline. Donc on le redit, le bilan s'est alourdi, 18 morts, 3 disparus. Ce matin, on le voit, tout le monde est à pied d'œuvre pour les premières opérations de nettoyage. Malgré la solidarité, certains habitants, vous allez l'entendre, se sentent bien démunis et bien seuls. Reportage à Mandelieu, la ville la plus endeuillée donc. Caroline Sins et Alexandre Lépinet. Reprendre le cours de sa vie, difficile. Ce matin, Madame Zegado emmène les enfants de sa voisine à l'école. Leur appartement est inondé. Leur grand-mère était dans l'appartement et a failli y passer, quoi. Donc c'est assez dur pour eux, quoi. Ils en parlent ?
ils en parlent et ils ont aussi aidé pour le nettoyage voilà, de l'appartement, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est bien qu'ils aillent au collège, pour qu'ils en parlent entre eux, quoi. Gilles Chory, lui, a décidé d'aller travailler. Il ne lui reste plus que cette voiture, le reste est inondé. J'essaye de garder le moral parce que de toute façon, il faut avancer, hein, mais c'est vrai que c'est pesant, ouais, quand même. Alain Suzoni regarde sa voiture, pleine de boue. Ben, elle est morte la voiture, hein. On m'a racheté notre voiture pour aller travailler. Hein. Vous n'êtes pas allé travailler ce matin? Ah non, mon patron était sympa, il m'a donné une semaine de congé là, pour pouvoir faire les papiers et tout ça. Mais là, je peux plus aller travailler, j'ai plus de voiture, j'ai plus rien. Il a tout perdu. Son appartement en rez-de-chaussée est dévasté, ses voisins l'ont aidé. Les voisins, ils sont venus, on a nettoyé un peu l'appartement, on a tout sorti dehors. Heureusement, j'ai des voisins sympas. Il a dormi chez un ami. Il est déboussolé, trop de dégâts. Je suis perdu, je ne sais plus par où commencer. La famille Zegado, elle, s'est retrouvée coincée dans son appartement, envahie par l'eau. On ne pouvait pas sortir. Les fenêtres, l'eau est montée. La porte, c'était pareil. Et à un moment, que soit on reste là-dedans, et l'eau elle monte, soit on part, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Dans ces résidences, beaucoup n'ont plus de domicile, plus d'habits. Une grande solitude pour certains. Vous attendez de l'aide? Bien sûr, mais je ne sais pas, quand elle est bien, l'aide. Des amis? Mais pas beaucoup. Pas beaucoup ici, non. Sans entraide, les victimes d'inondations ne peuvent s'en sortir. Beaucoup ont préféré quitter les lieux, aller dormir ailleurs, tenter d'oublier ce cauchemar. Les services publics ont aussi été durement touchés par ces orages. Il y a encore des coupures d'électricité, le trafic SNCF est toujours perturbé et une quinzaine d'établissements scolaires sont restés fermés aujourd'hui. Tout de suite, le point avec Frédéric Crotta. Récemment rénové et déjà dévasté. Les dégâts sont considérables à l'école de la Frayère à Cannes. 300 élèves privés de cours, mais les parents et le personnel s'organisent. Solidarité oblige. Là, c'est le début. Hein. Là, on n'est pas prêt d'en voir la fin. On essaye de passer au-dessus de l'émotion pour récupérer un tas de matériel. Et on pense aux enfants aussi, parce que l'école est importante. Et heureusement pour eux que ça s'est passé la nuit, parce que si c'était dans la journée, ça aurait été terrible. Une quinzaine de collèges et de lycées est toujours dans l'impossibilité d'accueillir les enfants pour d'évidentes raisons de sécurité. Côté transport, la gare de Cannes est toujours en chantier. Les opérations de pompage et de nettoyage se poursuivent. Située en plein centre-ville, elle est toujours fermée au public. Le trafic est fortement perturbé. Le retour à la normale n'est pas à l'ordre du jour. 20 km de voies sont toujours affectés. Nous avons eu plusieurs postes électriques qui ont été inondés, ce qui entraîne des dérangements d'installation de sécurité le long des voies. Et on découvre aussi des choses au fur et à mesure où on arrive à sortir l'eau de certains postes électriques. Saint-Laurent, tu vas? Normalement, oui, il y en a un qui devrait arriver pas demain. Si la gare d'Antibes a pu rouvrir, le passage des trains reste aléatoire. Celui-ci en provenance des Arcs a plus d'1 heure de retard. Alors les passagers tentent de trouver d'autres solutions. Je viens de me renseigner donc pour éventuellement louer une voiture. C'est un budget un peu plus conséquent, donc je cherche des gens pour partager une colocation de voitures avec moi. La SNCF recommande aux habitants de reporter autant que possible leur voyage à une date ultérieure. Nous reviendrons dans un instant sur la situation des commerçants et sur les problèmes d'indemnisation. Mais sachez qu'en marge des intempéries, plusieurs d'entre eux ont été victimes de pillages. C'est un peu la double peine. 9 personnes ont été interpellées la nuit dernière. Marc de Chalvon. Les traces du déluge sont encore bien visibles dans le centre-ville de Cannes. Quand certaines terrasses de café ont déjà rouvert, la plupart des commerçants constatent les dégâts, redoublent d'efforts pour tourner la page au plus vite, comme ce restaurateur italien. On va ouvrir le plus vite possible. Mercredi sûrement? J'espère. D'autres ne sont pas près d'oublier, doublement victimes. Frappé par les intempéries, ce vendeur de chaussures a découvert qu'une dizaine de personnes étaient venues se servir dans son entrepôt. C'est pas vrai. C'est indescriptible. Voilà. C'est un sentiment d'abord de rage, de haine, que profitant de cette situation, on saccage complètement un dépôt de 300 mètres carrés. Ça, c'est très très dur. Une centaine de paires de chaussures a été dérobée, mais pas seulement. À l'étage, l'inventaire se poursuit.
Ok, bon, ils ont tout pris en fait. Là, il y avait un appareil photo, là, il y avait un ordinateur. Un vigile a été envoyé dans la nuit par l'assurance pour protéger l'entrepôt. En tout, 9 personnes ont été interpellées pour pillage à Cannes suite à ces intempéries. Voilà pour l'état des lieux. Passons maintenant aux questions. On va d'abord tenter de comprendre pourquoi ce phénomène météo a pris une telle ampleur. Et pour ça, on va détailler ce qui s'est vraiment passé dans chacune des communes touchées. Les orages ont commencé samedi à 19 h. Ensuite, tout est allé très vite. Retour sur une catastrophe avec Arnaud Comte. En 2 heures à peine, la Côte d'Azur s'est retrouvée sans défense face à ce déluge meurtrier. Cette carte montre l'intensité des précipitations en bleu. On voit à quel point le littoral azuréen a été durement touché, notamment entre 19 h et 23 h. Mandelieu, à une dizaine de kilomètres de Cannes, est la ville la plus endeuillée. 7 personnes sont mortes, prises au piège dans des parkings comme celui-ci. Les résidents tentaient de sortir leur voiture, mais l'eau est montée si vite que le souterrain s'est refermé sur eux. À Cannes, la nuit vient à peine de tomber. Les rues sont encore très fréquentées dans le centre-ville à cette heure-là. Les habitants sont surpris de voir déferler un torrent qu'il faut remonter à contre-courant pour se mettre à l'abri. Plusieurs habitants sont sauvés in extremis, extirpés de leur voiture grâce à l'intervention des secours, mais aussi au courage de certains passants. La gare est sous l'eau, les trains à l'arrêt, les sous-sols saturés. 7 kilomètres plus à l'est, à Valoris-Golfe-Juan, une famille de 3 personnes est emportée dans sa voiture sous un petit tunnel. 3 victimes de plus. Sur le front de mer, à Antibes, les campings installés sur les berges de la Brague sont en première ligne. Certains de leurs occupants sont restés plus de 5 heures réfugiés sur le toit en attendant d'être élitreillés. Une femme a péri emportée. Pendant ce temps, à Biot, à 20 km à peine de Mandelieu, la ville n'est pas épargnée. Une lame d'eau envahit cette maison de retraite. Une vingtaine de pensionnaires sont sauvés par 2 employés. Il y a de l'eau jusqu'au menton, les lits flottent. Une scène d'horreur, diront certains. 3 retraités sont retrouvés morts dans la soirée. Il est 21 h. L'orage traverse Nice et ses environs. Le parc de loisirs Marineland est dévasté à 90%. Alors que le match de Ligue 1 Nice-Nantes est interrompu. Avec une force inouïe, l'eau s'infiltre même par le toit du stade, flambant neuf. Alors, face à la violence de ces intempéries, tout le monde s'interroge. Pourquoi Météo France n'a pas déclenché l'alerte rouge? Elle aurait permis de prévenir les populations et sûrement d'éviter un tel drame. Mais les prévisionnistes se justifient en affirmant qu'un tel phénomène est impossible à anticiper. Détails et explications, Laurence Decherf, Estelle Collin, Nathalie Dubose. Orage, pluie torrentielle, vent violent, neige ou verglas. Depuis 14 ans, les cartes de vigilance permettent à la population et aux services de secours d'être en éveil. De fortes pluies ont commencé à s'abattre sur plusieurs départements. Samedi dernier, l'alerte était orange dans le sud-est. Alors pourquoi pas rouge? Météo France reconnaît son impuissance face à de tels phénomènes. Il aurait fallu qu'on soit capable d'anticiper un petit peu l'intensification, encore une fois extrêmement rapide, de ces précipitations. Mais aujourd'hui, nos modèles ne nous donnent pas la possibilité de prévoir qu'il tombera 100 mm entre 20h et 21h ou entre 21h et 22h. Alors aura-t-on un jour les moyens technologiques d'anticiper ces phénomènes brutaux? Des radars nouvelle génération sont testés dans le sud ou ici en région parisienne. La quantité de pluie déversée en temps réel est mesurée sur un périmètre de plus en plus précis. C'est 100 fois plus de pixels. On passe du kilomètre à 100 mètres. On passe en gros de la taille d'une agglomération à celle d'une rue. Ça permet de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Ces radars expérimentaux vont se déployer sur tout le territoire afin d'affiner les prévisions de ces phénomènes extrêmes pour mieux les anticiper. L'alerte rouge, depuis qu'elle existe, n'a été utilisée qu'une vingtaine de fois.
Autre question concernant la météo, ces dramatiques inondations sont-elles dues au réchauffement climatique? Tania Young nous a rejoint. Bonjour Tania, peut-on déjà l'affirmer? Non, en ce qui concerne ce dernier épisode, il a été beaucoup trop ponctuel et beaucoup trop localisé. Et puis d'une manière plus générale, il est encore trop tôt pour établir un lien entre le réchauffement climatique et ces violentes intempéries qui affectent le sud de la France. Ces épisodes méditerranéens qui se manifestent en automne ont toujours existé. Mais attention, un des éléments nécessaires à leur formation, c'est la température de la Méditerranée. Or, c'est vrai que ces dernières années, on observe une hausse des températures de la Méditerranée. Par rapport à la normale, en 2012, la Méditerranée était 1 degré au-dessus. 2013, 1,4 degré. 2014, 2,3 degrés. Et 2015, 1,4 degré. Et pour ce qui est des épisodes Sevenol, si l'eau est plus chaude, eh bien, les nuages de convection, c'est-à-dire les nuages d'orage, vont se former plus facilement. Et quand ils vont atteindre les côtes, ils vont être d'autant plus violents. Donc ce sont ces orages violents qui arrivent sur les côtes. Et c'est vrai que ces dernières années, les épisodes méditerranéens ont gagné en intensité. Et on a tous en mémoire l'année dernière qui a été catastrophique. Alors, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la météo est la grande responsable de ces catastrophes ou alors est-ce que l'urbanisation galopante n'a pas sa part de responsabilité? Merci à vous Tania, on va y venir. Bulletin complet météo à la fin de ce journal et heureusement la calmie se confirme. Effectivement, vous le disiez, l'urbanisation est aussi mise en cause. On le sait, la Côte d'Azur est une zone très dense, très bétonnée. Alors a-t-on accordé des permis de construire dans des périmètres dangereux, notamment près des cours d'eau? Le profit a-t-il pris le pas sur la gestion des risques? Réponse avec Claude Sampère. Comment expliquer une telle catastrophe? Bien sûr, il y a à la base un phénomène climatique exceptionnel. Des précipitations très violentes et très localisées. Mais aujourd'hui, de nombreuses voix soulignent aussi la responsabilité de l'homme. Pour beaucoup, l'urbanisation excessive de la Côte d'Azur a de toute évidence aggravé les conséquences des pluies diluviennes. Christine Voiron-Canicio est professeure des universités à Nice. Elle connaît le problème par cœur. Donc là, c'est une carte qui représente en bleu les zones inondables de toute la partie ouest du département, de Mandelieu ici jusqu'à Nice. Et comme on peut le voir, sur ces taches bleues, figure en rouge l'urbanisation, le bâti. Et vous voyez que dans ce secteur qui est le secteur de Cannes, on a 30%, d'ailleurs les chiffres sont là, 30% de la commune en zone inondable. Sur le secteur de Mandelieu, 19%. Donc cette importance des zones inondables dans un contexte de forte urbanisation est l'un des traits caractéristiques de la Côte d'Azur. Les deux rivières qui ont débordé, la Siane dans le secteur de Mandelieu-la-Napoule, et la Brague, près de Biot, sont aujourd'hui en pleine zone urbaine. On a effectivement une forte vulnérabilité liée à la présence de populations, de résidences, et donc liée à l'urbanisation. Cette urbanisation qui a connu une expansion très forte, surtout à partir de 1975. Les scientifiques donnent l'alerte depuis des années. Les habitants aujourd'hui veulent comprendre pourquoi on a continué à urbaniser malgré les avertissements.